Dans le premier épisode, nous avons posé une question simple mais vertigineuse. Qu'est-ce que le bien? Aujourd'hui, il est temps d'aller plus loin. Car une question ne vaut que si elle nous pousse à chercher une réponse. Alors, où se cache réellement le bien? Faut-il le chercher dans les dimensions invisibles de l'univers? Dans la matière brute? Ou seulement là où la vie apparaît? Et surtout, est-il possible de donner enfin une définition rationnelle du bien, une définition claire, universelle, qui transforme pour toujours la façon dont nous utilisons ce mot? C'est ce que nous allons explorer dans ce deuxième épisode. En discutant avec ses congénères, on se rend vite compte que la réalité semble perçue de manière très différente d'un individu à un autre. Il y a, d'un côté, ceux qui affirment qu'elle réunit beaucoup plus de dimensions que celles que nous ressentons grâce à nos sens corporels. À l'inverse, il y a ceux qui estiment que ces dimensions en sont les seules constitutives, puisque le reste ne nous est pas accessible. Et enfin, il y a ceux qui, étant conscients des limites de nos connaissances, tant à l'échelle quantique que cosmologique, adoptent une position intermédiaire, à savoir que la matérialité, l'espace et le temps sont des réalités évidentes avec lesquelles composer, tout en s'abstenant d'ériger en certitudes indéniables les principes que nous percevons être ceux qui régissent notre univers. Où se situe notre définition rationnelle du bien dans tout ça? Faut-il aller la dénicher dans des mondes parallèles auxquels nous n'avons pas accès? Doit-on s'intéresser aux phénomènes quantiques pour espérer trouver, quelque part, entre le proton et le neutron, un quelconque éclaircissement? Faut-il, pour obtenir notre réponse, qu'à l'image de Truman Burbank, nous entreprenions une expédition aux confins des galaxies les plus reculées afin de palper ce mur en carton-pâte qui détourne le périmètre des dimensions que nous éprouvons? Il semble que non. Mieux, il paraît logique, ou devrais-je préférer dire utile, que notre réalité immédiatement perceptible, c'est-à-dire l'existence que nous pouvons facilement apprécier grâce à nos sens primaires, nous donne déjà toutes les clés pour comprendre ce qui doit constituer
pour nous, le sens de la vie. Ainsi, pour cerner avec précision ce qu'est le bien, nous n'avons qu'à nous plonger dans une petite expérience de pensée qui n'implique pas plus que d'avoir une idée grossière de ce que sont l'espace, la matière et la vie. Il y a une boussole que n'importe qui peut acquérir afin d'orienter au maximum ses intentions et ses actes vers le bien. Pour en comprendre la nature, il faut se prêter à une expérience de pensée on ne peut plus simple. Surgissent tout à coup devant nous deux boutons. L'un vert, l'autre rouge. Le premier nous permet de faire apparaître quelque chose, peu importe qui ou quoi, dans l'univers sensible. Le deuxième nous autorise à accomplir exactement l'inverse. Partant de ce postulat, nous commençons par appuyer sur le bouton rouge afin de faire disparaître d'abord les choses qui se présentent face à nous. Peut-être une table, une chaise, un ordinateur, un stylo. Nous poursuivons en désintégrant de plus gros objets. Une maison, un quartier, une ville, un pays. Pire, nous choisissons maintenant de supprimer toute forme de vie ici-bas sur Terre, mais aussi dans l'ensemble du cosmos. Les êtres humains, bien sûr, mais encore tous les animaux et toutes les plantes. Enfin, nous appuyons une dernière fois sur notre engin diabolique afin d'annihiler toute trace de matière, de même que toutes les dimensions connues ou non. Planète, soleil, trou noir, espace, temps, etc. Finalement, nous disparaissons nous-mêmes, ainsi que les deux boutons dont nous disposions. C'est le néant absolu. Plus rien n'existe désormais. Et là, pour aller de l'avant dans nos réflexions, il faut bien entendu que nous nous posions cette question. Estimerions-nous que le bien existe dans une situation pareille? Est-il possible, dans le néant, qu'un être ressente cette sensation agréable qui le pousse à se dire « C'est chouette, cela me plaît, c'est bien ». A priori non, puisque dans le néant,
un tel être ne saurait exister. Qu'en conséquence, aucune subjectivité ne pourrait éprouver quoi que ce soit et que le vide absolu, empêchant toute action de survenir, il serait même invraisemblable qu'une quelconque cause y entraîne une conséquence telle que le bien. De plus, en acceptant l'idée que le bien est une sensation, ou, dit de façon plus précise, que cette dernière en est la manifestation primordiale, sommes-nous fondés à considérer que le néant soit en mesure de le ressentir. En tant qu'homme, voici une question qui peut nous paraître bien saugrenue. Et nous aurions beaucoup de peine à y répondre sans nous arracher par je ne sais quel tour de force à notre condition d'être inéluctablement subjectif. Mais voilà que nous devons reconnaître que hommes nous sommes et hommes nous resterons. Aussi, nous ne pouvons définir ce qui nous entoure qu'en qualité d'individualité percevant le monde et non en celle d'une entité au-delà de nous-mêmes. En résulte que, si nous acceptons l'idée que seule importe pour nous la réalité immédiatement perceptible, nous n'avons aucun moyen d'affirmer que le bien existe dans le néant. Alors maintenant, faisons machine arrière. Employons-nous d'abord à faire ressurgir devant nous ces fameux boutons verts et rouges. Mais à présent que nous nous sommes suffisamment défoulés en éradiquant tout ce qui existe, nous allons préférer utiliser notre bouton vert afin de faire réapparaître le monde. Toutefois, nous allons y aller progressivement. Pour le moment, nous nous abstenons de redonner corps au vivant. Nous nous contentons donc de rendre son existence à ce qui ne contient, a priori, pas de vie, à savoir l'espace, le temps et la matière inerte, c'est-à-dire les astres et leur cortège de roches et de poussière. Et là, bis repetita. Demandons-nous si le bien existe dans une telle situation. Ici encore, sauf à ce qu'un homme prouve être en mesure de s'arracher à sa condition afin de décrire ce que ressentent une pierre, des particules de poussière ou une planète dénuée de vie, force est de constater que le bien ne saurait s'y produire.
Pourrions-nous, en effet, estimer que les causes susceptibles de générer certaines conséquences dans un contexte pareil soient, par la même occasion, capables d'engendrer mécaniquement le bien? Une roche s'entrechoquant avec une autre, des débris se mêlant à d'autres, un corps céleste se faisant absorber par une géante rouge. Est-ce bien? Sauf à adopter pour un temps le point de vue d'un caillou, difficile d'y répondre. Ainsi, une fois encore, considéré sous l'angle de notre réalité immédiatement perceptible, nous pouvons affirmer que le bien n'existe pas dans un univers constitué exclusivement de dimensions inertes. Ne nous reste finalement plus qu'à réveiller toutes les formes de vie et nous poser une nouvelle fois notre question fil rouge. Le bien existe-t-il dans un univers au sein duquel la vie trouve matière à exister? J'entends par la notion de vie toute conscience qui apparaît dans la réalité immédiatement perceptible, et non le vécu qui correspond à l'ensemble des expériences qu'une conscience est susceptible de traverser. Et là, pour le coup, les choses changent. De façon assez certaine, on pourra en effet soutenir qu'une telle situation permet à des causes de produire des conséquences susceptibles d'être jugées bonnes par des êtres ayant la faculté d'éprouver la sensation du bien. Et oui, c'est bien parce que des êtres vivants existent qu'ils pourront juger néfaste leur annihilation du fait de l'absorption de la Terre par le Soleil, devenu géante rouge, dans 5 milliards d'années. À défaut, qu'est-ce qu'un pareil cataclysme pourrait bien nous faire? Considérant cet ordre des choses sous un angle plus positif, on peut encore aisément affirmer que c'est bien parce que le vivant existe que nous pouvons juger bon le fait que toutes les espèces vivantes puissent s'établir et prospérer dans le laps de temps que notre planète leur accorde afin d'y exploiter tout leur potentiel vital. La conclusion à tirer de ces réflexions est qu'on ne peut certifier l'existence du bien qu'à compter du moment où des êtres vivants viennent eux aussi au monde. Il n'y a en effet qu'un être vivant pour sentir en son fort intérieur une impression qui, mise en mots, s'approcherait d'une exclamation de type « C'est super, c'est chouette, c'est top ».
De là, on peut soutenir que le bien se manifeste prioritairement dans la réalité à travers une sensation subjective. Mais seuls les naïfs se hasarderont à en conclure qu'il en existe autant de définitions conceptuelles qu'il y a d'êtres en qui la vie réside. Car il semble bel et bien y avoir des fondations universelles derrière cette notion de bien. Et oui, si la condition d'existence de ce dernier est la vie, cela signifie à la fois que le bien ne peut être ressenti que par des subjectivités, mais en même temps qu'il a une origine identique pour tous. Car pourrait-on affirmer que l'essence de la vie est différente d'un individu à un autre? Elle peut, il est vrai, ne pas réserver une quantité de temps équivalente pour tous, mais elle ne varie jamais en nature ou en intensité. La vie est la vie. Point. Et chacun dispose de ce feu intérieur de manière égale. C'est la vie. D'autres parleront de conscience, qui nous autorise à nous manifester dans le monde indépendamment de nos caractéristiques physiques ou sociales, et qui nous permet de ressentir le bien comme tous les autres individus vivants. Ainsi, si la condition d'apparition du bien est la même pour tous, pourquoi estimer que celui-ci, compris en tant que concept et non en tant que matérialité sensible, soit différent d'un être vivant à un autre? Non. Il y a fort à parier qu'il existe quelques lois fondamentales derrière cette notion qui la rendent, pour tout le vivant, universelle. Arrivés à ce stade de notre expérience de pensée, nous devons nous arrêter quelques instants afin de méditer sur le rapport de cause à effet qui existe entre la vie et le bien. De prime abord, on pourrait estimer que la vie engendrant chez ceux à qui elle se donne des occurrences de sensations de bien, celle-ci se trouve logiquement être la cause et ce dernier l'effet. Mais, à bien y réfléchir, on peut tout aussi bien soutenir que la réciproque fonctionne. Et oui, c'est aussi parce que des actions de bien surviennent que la vie perdure. Par exemple, c'est parce que j'entreprends le bienfait de soigner tel mourant que la vie a des chances de demeurer en lui. C'est parce que je cultive la terre pour nourrir mes proches et moi que la vie peut se maintenir en nous.
C'est aussi parce que j'aime employer mon temps disponible à partager des moments de vie avec ceux qui me sont chers, ou c'est parce que j'apprécie beaucoup le fait d'observer un magnifique paysage que je continue à avoir envie de vivre. Et ce serait peut-être moins le cas si ma vie était constellée de malheurs et d'immondices. Ainsi, le bien et la vie sont inextricablement liés et se répondent l'un l'autre. Ils sont comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Sans l'un, l'autre n'existerait pas. Et inversement. Spinoza disait Dieu ou la nature, et nous proclamerons de la même manière la vie ou le bien. De là, on peut tirer assez de matière pour constituer une définition rationnelle du concept de bien. Le bien, c'est tout ce qui contribue à entretenir la vie. Et pour se maintenir, la vie a besoin que ceux en qui elle réside se conservent, c'est-à-dire qu'ils parviennent à subvenir à leurs nécessités primaires. Manger, boire, se prémunir du froid, de la prédation, etc. Mais aussi s'épanouissent, sans quoi ils ne trouveraient pas l'envie suffisante pour continuer à vivre. C'est ainsi que nous commençons à dévoiler le contenu fondamental de cette boussole qui doit nous aider à orienter le plus possible nos pensées et nos actions vers le bien. Conservation et épanouissement. Mais cette boussole ne serait pas complète si nous manquions d'identifier vers qui nos efforts doivent tendre pour faire advenir le bien de façon pleine et entière. Comme évoqué précédemment, rien dans notre réalité immédiatement perceptible ne nous indique qu'une unité de vie, c'est-à-dire la vie ou la conscience, qui siège au sein d'un être, ne soit pas d'une égale valeur à une autre. Si tel était le cas, nous observerions qu'à un instant T, certains vivants vivent moins que d'autres. Or, chacun conviendra que de tels propos n'ont pas plus de sens que de véracité. Une nouvelle fois, on pourra reconnaître que certaines personnes disposent d'une moindre quantité de temps à vivre que d'autres, mais nous ne pouvons pas en conclure que le temps altère l'intensité de vie qui les anime à l'instant T, qui nous les fait constater encore bien vivants. Nous ne pouvons pas non plus soutenir qu'une unité de vie présente au sein d'une altérité
avec qui nous ne partageons pas les mêmes opinions ou avec laquelle nous sommes en conflit ouvert est d'une valeur inférieure à celle qui habite un être avec lequel nous nous trouvons plus d'affinité, car alors, cela reviendrait à dire que nos idées impactent l'intensité de notre vie et qu'en conséquence, certains êtres vivants, du fait de leurs pensées, seraient moins vivants que d'autres. Un tel ordre des choses ne suivrait aucune logique et chacun concédera que de pareilles convictions ne peuvent jaillir que d'esprits farfelus. Résulte de ces constats qu'il n'y a aucune raison d'estimer préférable que le bien s'applique davantage à certains au détriment des autres. Un ensemble de biens concentrés à l'excès sur un individu, c'est autant d'occasions manquées d'en prodiguer à d'autres dont la vie a pourtant une importance égale à celui qui monopolise le fruit de la vertu. De là, il faut déduire que notre définition du bien ne saurait être complète si l'on ne précisait pas que celui-ci correspond à tout ce qui contribue à la conservation et à l'épanouissement de l'intégralité des êtres vivants, sans qu'aucune distinction ne puisse ébranler ce principe. À l'échelle d'un être humain bien réel, on peut donc en conclure que penser et faire le bien revient à diriger de manière indifférente, bien que dans une égale mesure, vers soi-même et vers tous les autres, l'effort que l'on est apte à produire pour conserver et épanouir. Une fois qu'on pose cette définition rationnelle et universelle du bien, et qu'on commence à en appréhender toutes les implications, il faut tout de suite concéder que la concrétisation pleine et entière de son principe, en particulier son application systématique, relève d'une complexité qui dépasse nos capacités. Toutefois, en même temps que nous admettons ceci avec une perspicace humilité, nous sommes aussi forcés de reconnaître que notre condition d'être vivant nous conduit, malgré tout et en toute logique, à poursuivre le bien dans tout ce que nous songeons et entreprenons. Faites l'essai, et vous constaterez qu'il n'y a, et c'est heureux, pas d'échappatoire. Tentez de régler votre pensée et vos actions sur autre chose que la recherche du bien, et vous y serez ramené à coup sûr par vos pairs. Car qui voudrait faire société avec ce fou qui proclamerait publiquement
que tout ce qu'il commence a pour objectif de nuire à la conservation et à l'épanouissement de tous. Ou encore, qui trouverait de l'intérêt à s'associer avec celui qui s'efforcerait de régler ses actes sur un principe funambuliste ayant pour ligne de mire de ne faire ni se conserver, ni se détruire, et ni s'épanouir, ni ne pas s'épanouir, ceux qui l'entourent. Même dans une perspective individuelle, donc non sociétale, de pareils comportements n'auraient pas de sens et seraient vite compensés par ce vers quoi nous pousse naturellement le bien. En effet, qui s'enthousiasmerait pour une philosophie qui vous invite à tout faire sauf vous maintenir en vie et vous rendre heureux? Que feriez-vous de vos journées si vous adoptiez de tels idéaux? Fixer un mur blanc? Fermer les yeux du matin au soir? Ne penser à rien? Vous vider l'esprit suffisamment afin que rien de vivant n'y demeure? Mais qui vous nourrirait pour que vous ayez le loisir de vous adonner à ces activités? Probablement quelqu'un qui vous veut du bien. Que faire le bien partout et tout le temps soit une entreprise difficile, voire chimérique, soit, mais que ce constat nous serve à nous détourner de la recherche du bien dans tout ce que nous faisons, cela ne se peut sans que ceux qui parviennent à de pareilles conclusions ne s'engouffrent dans un océan de folie. Voilà pourquoi il nous faut en même temps reconnaître l'impossibilité de réaliser le bien de façon systématique et aussi trouver le courage de nous retrousser les manches afin de le faire advenir autant que faire se peut, c'est-à-dire autant que nos capacités cognitives, physiques et énergétiques nous le permettent. Nous voilà arrivés au terme de cette expérience de pensée. En détruisant, puis en reconstruisant l'univers, nous avons vu que le bien ne peut apparaître qu'avec la vie. Et nous avons pu en dégager une définition simple et universelle. Le bien, c'est tout ce qui contribue à la conservation et à l'épanouissement de tous les êtres vivants. Cette boussole, aussi exigeante qu'évidente, nous invite à orienter nos pensées et nos actes vers ce qui entretient la vie en nous et autour de nous. Nous sommes parvenus à de telles conclusions, non par l'intuition, mais bien en nous plaçant dans la peau de logiciens, de philosophes de l'être.
Nous avons voulu comprendre ce qu'est le bien avant même de nous interroger sur ce que celui-ci nous ordonne de faire. Nous avons identifié son substrat ontologique, la vie, et nous en avons tiré une définition. C'est exactement la même démarche que celle de Heidegger vis-à-vis de l'être. Lui accusait la tradition d'avoir oublié la question fondamentale: qu'est-ce que l'être, en se concentrant sur les étangs, les choses, les objets, les valeurs, au lieu d'interroger ce qui rend possible leur existence même. Eh bien, nous avons nous-mêmes constaté que la philosophie parle du bien depuis 2500 ans, sans jamais l'avoir défini en tant que concept premier. Dès lors, nous avons voulu revenir à la source phénoménale du bien pour savoir quand et où il se manifeste dans le réel, et nous en avons déduit ses conditions de possibilité. J'ose espérer qu'une telle démarche sera perçue surtout et avant tout à l'aune de son effet. Permettre à la philosophie de reposer sur des bases clarifiées et augmenter les chances des êtres sensibles à la raison de penser et de faire le bien. Ceci ouvre un champ d'exploration sans précédent. Réexaminer les doctrines anciennes à la lumière de cette définition du bien et mesurer leur degré de conformité à celui-ci. Voilà toute la matière qui nous occupera lors des prochains épisodes. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Non pas pour gonfler un compteur de vues, mais pour donner plus de chance à une révolution bienveillante et pacifique de se réaliser. Avant de vous laisser, j'aimerais vous inviter à un petit exercice personnel. Nous avons posé une définition rationnelle du bien, simple mais exigeante. Tout ce qui contribue à la conservation et à l'épanouissement de tous les êtres vivants. Alors, je vous pose une question. Quand vous regardez votre propre vie à la lumière de cette boussole, quel est le domaine où vous pourriez introduire davantage de bien dès maintenant? Je serais vraiment curieux de lire vos réponses en commentaire. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode et, en attendant, je vous souhaite de trouver et de faire le bien autant que cela vous soit possible.